Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo. Puis on va faire aujourd'hui un petit wrap-up du championnat mondial des moins de 18 ans qui s'est terminé dimanche. Très belle victoire de la Suède contre les États-Unis dans le match de la médaille d'or. Puis c'est ça, je voulais faire un petit retour sur les 8 équipes qui ont participé au tournoi. Un peu mes impressions de leur performance, les choses que j'ai aimées, que j'ai un petit peu moins aimées. Les joueurs qui ont amélioré leur rang peut-être de sélection pour le repêchage, d'autres qui ont déçu. Puis je voulais faire aussi mes petits coups de cœur du tournoi. Dans la plupart des cas, c'est des joueurs que vous connaissez déjà, qui retiennent déjà l'attention, mais il y a quand même des joueurs qui ont été bons, mais qui sont un petit peu plus méconnus là, pour les gens qui suivent un peu moins ça. Des gars pour 2022, mais même 2023 puis 2024. Donc, il y a beaucoup de joueurs quand même qui sont ressortis du lot dans ce tournoi-là. Puis, c'est ça, c'est toujours intéressant d'en parler. Donc, sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec le Canada. Ça a été une petite déception, mais en même temps, je pense qu'on s'en attendait. C'était pas l'équipe A qui était là, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont encore en série dans la CHL, donc c'est un peu normal que les équipes les prêtent pas pour ce tournoi-là. Puis c'est bien correct d'ailleurs. Mais évidemment, c'est ça. Ça manquait de punch à l'attaque, outre Bédard et Fantilli qu'on savait qui allait dominer ces deux-là. Deux espoirs de très haut niveau pour 2023. Bédard va sortir assurément premier. Fantilli, moi je l'ai troisième en ce moment, mais deuxième, il n'y a absolument rien. C'est vraiment pas fou là, dans la petite bataille avec Michkov. D'ailleurs, Fantilli, moi je l'avais deuxième à un certain moment, jusqu'à ce que Michkov domine complètement l'U18 l'année passée. Donc c'est ça, je pense qu'il y a eu un manque de profondeur dans cette équipe-là, puis on s'en attendait. Il y a des joueurs qui ont essayé de prendre un petit peu plus de bouchées doubles à l'attaque. Je pense à Lawrence, à Goyette, Tim Moldenhauer, peut-être même à une certaine mesure, qui jouait avec Fantilli, lui, à Chicago. Mais c'est ça, il manquait vraiment de punch. Puis c'est ce qui a fait mal, surtout au Canada, c'est l'indiscipline. Il y a eu beaucoup de pénalités qui ont ouvert la porte à des équipes, puis on fait juste penser à la Tchéquie. Ça a été une victoire de 6-5. Je pense qu'il y a eu 5 buts en avantage numérique. Puis ensuite de ça, tu joues contre la Finlande. Je pense qu'il y a eu 3 buts en avantage numérique, si je me souviens bien, de la part de la Finlande. Donc, c'est sûr que si tu te mets dans le pétrin comme ça, avec de l'indiscipline, puis que tu manques de profondeur et de punch à l'attaque, ça aide pas vraiment. Je pense à un gars aussi comme Owen Pickering qui a connu un tournoi plus ou moins efficace. Il n'a pas été mauvais, mais comme potentiel choix de première ronde, comme fer de lance, si on veut, de cette attaque-là en défensive, là, la relance défensive. Il aurait fallu qu'il ramasse un petit peu plus de points et qu'il soit un petit peu plus impliqué à l'attaque. Puis c'est ça, c'est un peu malheureux. J'ai trouvé que Graydon Seatman avait pris un petit peu plus son rôle, si vous voulez, de gars qui relance l'attaque, qui transporte la rondelle, qui fait des bonnes premières passes. Puis ça, c'est un petit peu surprenant parce que Seatman, c'est un gars qui va être classé troisième, quatrième ronde. Donc, je pense que dans le cas de Pickering, je suis pas inquiet de lui. Moi, déjà, je l'avais pas très haut dans mon classement par rapport à d'autres. Donc, moi, je l'avais mis vingtaine. Je pense pas que ça va changer dans son cas. Moi, personnellement, je le trouve bien classé. Puis il y a un petit gars peut-être qui m'a un peu déçu, puis ça je lui en veux pas, il est quand même très jeune, mais Tanner Howe, 16 ans, un gars de 2024, malheureusement pour lui ça allait un petit peu vite. Je sais qu'ils ont voulu le mettre avec Connor Bedard dans le premier match. Ça a été un bel essai, mais malheureusement il a jamais été capable de suivre le tempo de ce tournoi-là. Mais en même temps, c'est ça, c'est un gars pour 2024, fait que je m'inquiète pas dans son cas. Puis devant le filet, bien évidemment, Reed Dick, ça a été périlleux par moment. Je comprends qu'il y a eu beaucoup de lancers dangereux, il y a eu beaucoup d'occasions de marquer près de lui, mais en même temps, tu dois faire quelques arrêts aussi. Il y a eu des buts assez, des petits cadeaux, comme je dis, des savons, là, même si je prends l'expression que j'utilise souvent. Mais c'est ça, tu peux pas terminer le tournoi avec une moyenne de 6,58 de buts alloués. C'est ça. C'est rare que tu vas gagner une médaille avec ce genre de performance. Puis c'était un peu difficile aussi avec Nolan Lalonde puis Ethan Buenaventura. Tu n'avais comme pas le choix de l'utiliser. Puis
même s'il avait bien fait, quand même au top prospect game, on voyait qu'il était peut-être pas au niveau pour ce tournoi-là. Mais c'est ça, dans le Canada, je pense qu'on s'en attendait, puis c'est décevant un peu, mais en même temps, l'équipe était pas au niveau pour aller chercher une médaille. Ouais, on va passer maintenant à la Suède. La Suède qui avait une très belle équipe cette année, c'était une des favorites avec les États-Unis pour gagner la médaille d'or. Puis j'étais content de les voir se rendre en finale, justement, les deux. Ça a été une équipe qui avait beaucoup de profondeur, mais qui était vraiment dirigée par un gros trio. C'est le trio de Lekkerimäki avec Östlund et Höglund. C'est vraiment on dirait qu'ils ont des habiletés complémentaires, puis c'est ce qui les rend très intéressants. On l'a vu dans la nationale aussi, un trio dominant. Puis Lekkerimäki a été très efficace. Il a été non seulement capable de marquer des buts, et marquer des buts importants, même aussi contre marquer un but en prolongation contre, en fait, troisième période, c'est contre la Finlande qui les a propulsé la Suède en finale. Mais il a été capable d'alimenter ses coéquipiers aussi, de leur donner des options puis des occasions de marquer. Il y a un match, je me souviens pas c'est lequel, mais il y a eu 5 mentions d'aide, donc quand même ça en dit long un peu sur le joueur. C'est pas juste un tir, Lekkerimäki, c'est un gars qui a une bonne vision. Il est capable de protéger la rondelle, il est capable de faire reculer les défenseurs. Fait que ça l'a permis à d'autres joueurs de se démarquer. Östlund a été excellent aussi. Je pense que c'est un joueur qui va monter dans les classements à cause de ce tournoi-là. Un gars qui a une très bonne vision du jeu. Puis il a vraiment lui aussi alimenté ses coéquipiers. Il a fait preuve de belle patience et puis avec la rondelle, mais il a fait preuve aussi d'une belle analyse là, dans ses jeux, une belle prise de décision. Puis Höglund, ben on le sait, c'est un gars qui a un petit peu moins de talent peut-être que les deux autres, mais quand même efficace dans sa façon de travailler, il crée de l'espace, travaille bien le long des bandes devant le filet. Donc ça a été c'est un trio très complet. Puis on ajoute à ça à défensive Mattias Hävelid qui a été très bon dans ce tournoi-là. Ça a été un grand tournoi pour lui parce qu'on a pu voir à quel point il était intelligent à l'attaque. On a pu voir à quel point il était dangereux avec la rondelle. Repérait très bien ses coéquipiers. Mais en défensive, il a fait le travail aussi. Donc, ça a été un bon tournoi pour lui dans l'ensemble. Moi, je le vois toujours pas comme un gars de première ronde à cause de tous les visionnements que j'ai eus cette année. Mais comme choix de deuxième ronde, c'est un joueur que je verrais. J'aurais pas de misère à le sélectionner, mi-deuxième ronde. Début de deuxième ronde à la limite. Là, je sais pas si je vais l'avoir dans ce coin-là, mais c'est un gars qui assurément a monté dans les classements grâce à ce tournoi-là. C'était intéressant pour moi parce que j'ai quasiment trouvé Calle Odelius supérieur à Hävelid dans son jeu en général, même s'il a juste 3 points. C'est un gars, Odelius, qui a été très stable en défensive. Je pense qu'il a stabilisé la défensive de la Suède. Mais il a quand même aidé l'attaque aussi. Même si les points sont pas là, tu regardes la feuille puis tu dis il y a juste 3 mentions d'aide. Mais non, il a fait beaucoup de belles choses à l'attaque qui ont peut-être pas arrivé comme début, qui sont pas terminés comme début. Mais il y en a un, à un moment donné, la passe qu'il a fait à Isaac Bourne en échappé, qu'il l'a envoyé en échappé, ça a été une passe magnifique. Puis c'est vraiment ce qui rend Odelius un gars de première ronde. Pour moi, c'est un gars qui a été intelligent avec la rondelle, des bonnes premières passes, il sait quoi faire. Pour relancer l'attaque. Puis quand que mon collègue Simon Saint-Laurent parlait de lui comme un facilitateur, ben c'est exactement ça. Donc il a connu un très bon tournoi, mais même s'il n'était pas dans les meilleurs pointeurs, si vous voulez, en défensive, puis pour la Suède. La Suède, il y a un joueur qui m'a déçu, c'est Elias Salomonsson. Puis je dis qu'il m'a déçu, en fait, c'est un gars qui a connu un tournoi correct, mais c'est pas le genre de correct qu'on s'attend si tu es classé en première ronde. C'est un gars, Salomonsson, qui était très haut dans les classements au début, puis il dégringole tranquillement parce que son jeu stagne un peu. Puis ça, c'est à un moment donné dans une saison, quand tu prends de la maturité, quand tu prends de l'expérience, ton jeu doit progresser, doit changer un petit peu par rapport à ce que tes entraîneurs te donnent comme conseil. Puis dans le cas de Salomonsson, ça l'a tout simplement pas ça a pas cliqué pour lui dans ce tournoi-là, puis c'est un peu dommage. Je pense encore que c'est un bon défenseur.
pour l'attaque, il a un bon lancer, une bonne vision. Moi, j'aime sa vision offensive. Je pense que c'est peut-être des fois quelque chose qui est problématique pour certaines personnes, mais c'est sûr qu'il est un peu moins physique, mais je me laisse pas abattre par ce tournoi-là, mais c'est sûr qu'il est pas dans ma première ronde. Il a dégringolé un petit peu. Début de deuxième ronde, par exemple, c'est un gars que j'hésiterais pas non plus. Puis, ben écoute, je vais même pas parler d'Alexander Suzdalev non plus, qui a pratiquement pas été utilisé par l'entraîneur de la Suède. Et avec raison, je pense que c'est un gars qui, malheureusement, a de la misère à amener son jeu à un autre niveau en défensive. Donc, des bagels partout pour Suzdalev dans ce tournoi-là en 6 matchs. -1 en plus, donc ça a été compliqué. Puis dans la finale, ben c'est ça, Hugo Avlid a été sensationnel. Parfois chanceux, mais je pense que j'ai aimé la façon dont il s'est comporté devant les gros canons des États-Unis. Il a gardé les filets avec confiance. Un petit peu de retour ici et là. Évidemment, c'est pas un grand gardien. Il a du talent, mais c'est pas un grand gardien. Puis il est combatif, même si la technique est un petit peu échevelée. Donc là, ça lui a servi pendant ce tournoi-là. Il a été bon contre la Suède, tant mieux, contre les États-Unis. Mais j'ai encore mes réserves pour lui. Puis j'ai trouvé que la Suède avait quand même bien fait pour contenir un peu les États-Unis, même s'ils ont eu plus de 50 lancés, là, les États-Unis. J'ai trouvé que la Suède a fait un bon travail quand même pour donner des tirs un peu plus d'extérieur, puis un petit peu contrer certains gros canons là, des États-Unis. Ben, on va passer justement aux États-Unis. C'était la médaille d'or ou rien pour eux. Hein. C'est une équipe qui joue ensemble depuis ben, même 2 ans, parce que en fait, ce programme-là, oui, il joue cette année dans la USHL contre les équipes de la NCAA, mais la majorité de ces joueurs-là ont aussi joué ensemble dans le programme des moins de 17 ans des États-Unis. Donc, c'est des gars qu'on a vus, puis même il y en a qu'on a vus l'année passée aussi dans le programme des moins de 18 ans. Je pense à Isaac Howard notamment. Puis Isaac Howard, je pense que c'est un gars qui a aussi peut-être augmenté un peu dans les listes de certaines personnes parce que c'est un gars qui est énergique, parce que c'est un gars qui est capable de marquer des buts, capable de finir des jeux. Puis je trouve qu'il y a une capacité à envoyer la rondelle sur la palette de ses coéquipiers, des fois il voit des choses que pas beaucoup de personnes qui voient, il prend le risque, puis la rondelle ça rend quand même de l'autre côté. Donc je pense qu'il y a une capacité à enfiler l'aiguille, si on veut, là, malgré qu'il y a 2-3 bâtons. Des fois, c'est pas toujours la meilleure décision, mais il laissait quand même, puis ça fonctionne quand même. Fait que c'est un des rares qui est capable de faire ça, selon moi, dans cette cuvée-là. On pourrait parler de pas mal tous les joueurs dans ce tournoi-là. Il y a beaucoup de joueurs qui sont ressortis du lot, beaucoup de joueurs qui ont eu de bons tournois. Je pense à McGroarty, Cutter Gauthier, Jimmy Snuggerud, Cruz Lucius qui a été excellent, lui qui avait été blessé cette saison. Mais je vais juste m'attarder un petit peu sur 3 joueurs en particulier. Logan Cooley, Frank Nazar, Lane Knutson. Logan Cooley puis Frank Nazar, c'était les 2 centres 1 et 2 du programme cette année. C'était les centres 1 et 2 pour les États-Unis dans ce tournoi-là. Puis c'est vraiment un gros one-two punch. Je pense que Cooley, on l'a vu, qui a été faisait des choses sur la glace, lui aussi que très peu de personnes sont capables de faire. Il a fait une passe à un moment donné, je me souviens pas dans quel match, mais il a fait une belle feinte, puis ensuite de ça, il a remis la rondelle un petit peu derrière lui à Snuggerud qui a lancé ça dans un filet désert. C'est des choses qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font, puis Cooley a cette présence d'esprit-là de les faire. C'est vraiment un joueur qui facilite le travail de ses coéquipiers. Rien à redire de son tournoi, à part que j'ai trouvé contre la Suède qui a été plus effacé. Il a été un petit peu plus contenu. Puis ben c'est ça. Des fois, c'est ce qui me fait un petit peu peur avec Cooley, c'est que la dentelle, des fois c'est beau, mais il faut qu'il soit un petit peu plus hargneux. Puis Cooley, des fois, il l'est pas tout le temps. Dans le cas de Nazar, je pense que c'est un gars qui, encore une fois, je me suis pincé tantôt quand j'ai vu que la centrale avait 21e en Amérique du Nord. Frank Nazar, c'est un gars qui est tellement élite dans plusieurs aspects du jeu. Pense la game rapidement, joue la game rapidement.
c'est un gars qui est beaucoup plus nord-sud que Cooley. C'est un gars qui est capable de tirer, qui est capable d'alimenter ses coéquipiers, comme Isaac Howard, il a bénéficié pas mal des passes de Nazer dans ce tournoi-là. On l'a vu contre la Suède aussi, il a été un peu plus de chien, il a marqué un gros but en début de match. Fait que c'est ça. Je pense que Nazer, peut-être un petit peu incompris, peut-être, ou c'est peut-être moi qui est trop haut. Encore une fois, c'est peut-être mon problème à moi. Mais je trouve que son QI hockey est tellement élevé, puis QI offensif surtout. Il a connu un excellent tournoi, puis encore une fois, il est peut-être un petit peu moins flashy que Cooley, mais un petit peu plus efficace selon moi. Puis je termine avec Lane Hutson, comme je disais. Lane Hutson, que dire de plus? Nous, au TSLH Espoir, on l'a vendu depuis, on l'a vanté depuis le mois de novembre. On est vendu à lui, puis vraiment, je pense que on se rend compte à quel point que ce gars-là, même s'il est très petit, c'est pas un petit joueur qui est mou. C'est un gars qui est quand même très efficace quand même dans sa zone. À l'attaque, il n'y a absolument rien à redire. Très bonne relance, très bon contrôle de rondelle. Il patine bien. Il est très capable de sortir d'embarras en défensive avec sa mobilité, avec son intelligence. Donc pour moi, Lane Hutson, c'est pas surprenant qu'il ait terminé le tournoi à plus 12 parce que il était vraiment de tous les combats offensifs. Puis je pense qu'un gars qui a bénéficié de ça, ben c'est Ryan Chesley qui jouait avec lui. Ryan Chesley, c'est pas un de mes favoris, mais lui, il a vraiment bénéficié de la présence de Hutson dans ce tournoi-là parce que on dirait que il était un petit peu moins en contrôle de la rondelle, donc ça limitait ses revirements. Chesley, c'est un gars qui est un petit peu plus à risque des revirements, donc c'est un gars qui malheureusement avait baissé dans mes rangs parce que faisait pas attention à la rondelle. Mais dans ce tournoi-là, je l'ai trouvé plus simple, plus efficace. Puis je pense que Hutson a beaucoup à avoir dans ces succès-là de Chesley dans ce tournoi-là. Alors, on poursuit avec la Finlande. La Finlande, ça a été un beau tournoi pour eux, je pense, malgré que bon, ils se sont inclinés de façon un peu crève-cœur en demi-finale, mais déjà d'avoir battu le Canada, même si c'était pas une puissance, je pense que ça a été positif pour eux. Ensuite de ça, une belle performance malgré tout contre les Tchèques. Donc, aller chercher la médaille de bronze, c'est une belle récompense pour eux parce qu'ils ont vraiment travaillé du mieux possible. Je pense qu'ils ont été quand même constants dans ce tournoi-là. Ils ont pas été déclassés dans les défaites qu'ils ont eues contre la Suède, les deux. Donc, je pense que pour la Finlande, une belle médaille de bronze. Joachim Kemell a connu un très bon match contre le Canada. Il y a eu un autre bon match contre la Tchéquie, en fait, maintenant. Puis dans l'ensemble, il y a eu un bon tournoi. Je pense que c'est un gars, moi, vous le savez, Kemell, c'est pas mon favori. Je trouve que il y a beaucoup de choses qu'il doit améliorer dans son jeu. Je pense que c'est ça, c'est encore un work in progress de son côté, puis c'est normal, en fait, tous les joueurs qui sont là, c'est tous des work in progress, mais dans le cas de Kemell, ce que j'ai aimé, c'est, outre le fait qu'il a marqué des buts, je l'ai trouvé un petit peu plus sécuritaire avec la rondelle dans ce tournoi-là, donc peut-être, oui, il forçait le jeu de temps en temps, oui, il commettait des revirements en voulant essayer de passer la rondelle à travers 2-3 bâtons ou en essayant de faire des feintes de trop. Mais dans l'ensemble, dans ce tournoi-là, j'ai trouvé plus sécuritaire, plus apte à trouver ses coéquipiers, à utiliser ses coéquipiers. Puis évidemment, le fait que c'est l'arme un peu de la Finlande en avantage numérique, ça a été pour moi c'est pas une surprise, mais ça a été bien de le voir continuer à marquer parce que vraiment au championnat mondial des moins de 20 ans, le championnat mondial de hockey, ça avait été très difficile. Puis on a vu que maintenant, dans son groupe d'âge, au U18, il fait partie de l'élite quand même dans ce groupe-là, même si moi je l'ai pas dans mon top 10 ni dans mon top 5. Je pense que c'est un gars quand même qui, en milieu de première ronde, pour moi, ça reste un très bon choix. J'ai aimé beaucoup de joueurs avec la Finlande quand même, pas sans nécessairement dire qu'il y a des joueurs qui ont ressorti du lot positivement, là, donc à part Kivi Harju qui est un 2024 qui
Premier choix de 2024 selon moi. Puis Kasper Altunen qui a été très bon. Lui, c'est un gars de 2023. Mais je pense que les joueurs qui ont eu de bons tournois dans l'ensemble, Jiri Lassila pour le repêchage de 2022, Kasper Kulonomi, qui a, selon moi, été un des bons défenseurs du tournoi aussi, un petit peu sous le radar, si on veut. Je pense que la relance, les passes, la confiance avec la rondelle, surtout en défensive, je pense que ça lui a servi dans ce tournoi-là. Puis je pense que d'ailleurs, c'est lui qui a le meilleur plus et moins de la Finlande dans ce tournoi-là. Sinon, Kaskimaki m'a pas déplu. Il m'a pas jeté à terre non plus. Mais je pense qu'il y a eu un bon tournoi dans l'ensemble de son jeu. Il a pas baissé puis il a pas monté dans mes rangs. Topi Roni, même chose. Je pense qu'il a été bon. Donc, sans plus. Yanni Niemann, je l'ai trouvé invisible par moment. Quand il utilise son corps, quand il est capable de travailler près du filet, le long des bandes, je pense qu'il peut être très efficace. Puis moi, son patin, j'ai trouvé qu'il y avait eu une petite amélioration, on dirait, dans son patin par rapport à ce que j'ai vu dans les derniers mois. Donc, Niemann, au début de l'année, je trouvais qu'il patinait quand même bien. Plus on le voyait aller, plus on trouvait qu'il patinait moins bien, ce qui était un peu conventionnel de voir un gars perdre des habiletés de patin. Mais j'ai trouvé que dans ce tournoi-là, il avait été quand même bon côté patin. Il réussissait à rattraper des joueurs en zone neutre, réussissait à se détacher un peu des fois, à attaquer les défenseurs le long des bandes en contre-attaque. Donc, je pense que ça a été un tournoi correct dans l'ensemble en ce qui me concerne. Topias Leinonen, le gardien, a eu un tournoi ordinaire, mais en même temps, je pense que c'est sûr que le match contre le Canada, ça n'a pas aidé. Il y a eu une couple de buts, il y a une couple de petits savons ici et là. Des buts peut-être qu'il aurait aimé revoir, même si c'était des bons lancers. Je pense notamment au but de Bedard. C'est un laser dans le haut du filet, mais un gardien n'est pas supposé laisser rentrer ce genre de lancer-là. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé pas mauvais. Je trouve que, je le compare pas avec Havlid, mais je trouve que il se bat moins avec la rondelle, un petit peu plus meilleur tracking peut-être devant le filet. Évidemment, il y a un plus gros gabarit, plus stable dans son style. Donc ça, c'est appréciation personnelle. Je pense pas que Leinonen, c'est un gardien élite, mais si vous voulez partir peut-être un petit projet en 4e, 5e ronde, peut-être, c'est le genre de gars qui peut être intéressant. Donc, pour la Finlande, ben, comme je disais, bon tournoi pour eux, puis tant mieux, une bonne médaille de bronze. Ouais, je poursuis avec la Tchéquie. La Tchéquie, ça a été c'est le genre de petit coup de cœur, si on veut, du tournoi, parce que c'est une équipe c'est dur de détester cette équipe-là parce que le talent est moins élevé, mais ils travaillent fort. Ils essaient d'aller chercher des médailles le plus qu'ils peuvent, puis c'est une genre d'équipe que tu veux encourager parce que c'est le fun de les voir aller chercher une médaille de temps en temps. Mais je pense que, évidemment, la vedette de ce tournoi-là, pour eux, ça a été Jiri Kulich. 9 buts en 6 matchs. Ça a été, contre le Canada, ça a été assez spectaculaire de le voir aller. Puis, je veux le mentionner aussi, Edouard Salé, qui est un gars de 2023, que j'ai déjà parlé quelques fois dans les podcasts ou même dans mes listes. C'est un gars qui est très intéressant. Alors, surveillez-le. Bonne capacité de passeur. Il est capable de marquer aussi. Là, on l'a vu vraiment comme un bon fabricant de jeu pour Kulich, mais ces deux-là avaient une très belle chimie puis c'était très intéressant de les voir aller. Je pense que Thomas Chamara, il a quand même bien ressorti dans ce tournoi-là en défensive. C'est un gars que j'avais regardé un petit peu sans nécessairement avoir une grande attention sur lui, mais je pense qu'il a bien ressorti sa façon d'alimenter l'attaque, la façon de justement contrôler la rondelle tant en attaque qu'en défensive, se sortir un petit peu du pétrin. Je pense qu'il y a de très bonnes qualités en transition. Puis ça l'a vraiment aidé dans ce tournoi-là. On a vu qu'il était parmi les meilleurs défenseurs. Lui, il jouait en Liga même cette année avec Tapara. Fait que c'est un gars
qui est déjà habitué quand même de jouer avec des hommes. Donc de le voir au U18 comme ça, c'est sûr qu'on veut le voir dominer, puis il l'a quand même fait dans une certaine mesure. Mathias Sapovaliev, c'est un gars qui, je pense qu'il a monté un petit peu dans les listes de certaines personnes dans les derniers mois. Moi, Sapovaliev, j'ai encore un petit peu de misère avec lui, pas parce que je vois pas de talent en lui. Je pense que c'est un gros bonhomme qui est capable de créer un petit peu de chaos en attaque, capable de faire du bon échec avant, puis tout ça, mais la production reflète un peu mes inquiétudes dans son cas. Il a marqué un but, récolté 3 points en 6 matchs. Mais c'est ça, j'ai l'impression que pour lui, c'est le talent offensif est moins élevé. Donc pour moi, je le vois vraiment comme un gars de troisième trio maximum. Puis un gars qui va amener un petit peu d'énergie, mais tu peux pas vraiment te fier sur son talent pour vraiment changer l'allure d'un match ou le placer dans des situations top 6 où est-ce qu'il va venir vraiment solidifier un trio offensivement. Donc, Sapovaliev, c'est ça, un gars peut-être de deuxième ronde de mon côté. Il a connu un tournoi correct. C'est sûr que là, il était peut-être jumelé un peu avec des gros trios adverses parce qu'il a fini à -7 là, le différentiel. Donc, ça n'a pas été évident pour lui. Mais bon, c'est ça. Dans son cas, c'est rien contre lui. J'espère peut-être qu'on va le revoir au championnat mondial pour la Tchéquie. Je passe rapidement sur Allemagne, Lettonie et Suisse. Je pense que l'Allemagne, on s'en attendait que ça allait être un tournoi difficile, évidemment. Il y a un joueur qui retenait mon attention, c'est Julian Lotz. Lotz il a été bon, je pense que contre le Canada, ça a été son gros moment de gloire. Il a connu un bon match, je pense 2 buts et 1 aide contre le Canada. Il a fini le tournoi avec 4 points. Donc les 3, je pense qu'il avait fait 3 points contre le Canada, puis ça a été la majorité de sa production. C'est sûr que c'est difficile des fois de l'évaluer dans ce tournoi-là parce qu'on sait que l'Allemagne va se faire laver régulièrement dans les matchs. D'ailleurs, le match contre le Canada, ça a été quand même serré pendant un bon bout de temps, là, donc il était pas tout à fait sorti du match. Mais oui, c'est ça. Dans son cas, ça a été un bon tournoi. Moi, je le vois comme un choix de première ronde. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils, très bonne main, bon lancer, bon coup de patin, bonne vision. Donc, je pense que puis le gabarit aussi qui est pas mauvais non plus. Donc, je pense que c'est un gars de première ronde. Ça va être à évaluer s'il va avoir l'occasion de participer à d'autres matchs, le repêchage. Je pense maintenant pour la Lettonie. Moi, j'avais juste un gars à l'œil, c'est Sandis Vilmanis, puis lui, il joue dans la nationale. Je pense que c'est un gars qui, pour la Lettonie, a été bon. On l'a vu surtout, je pense qu'il était capable de s'imposer un peu physiquement. Il était capable de contrôler la rondelle, de faire un petit peu plus de choses avec la rondelle que d'autres joueurs de la Lettonie, évidemment moins talentueux, n'ont pas fait. Je pense que Dan Slokmelish aussi, qui lui aussi joue dans la nationale, qui a été quand même un peu efficace dans ce tournoi-là. Je mets efficace entre guillemets parce qu'évidemment la Lettonie s'est aussi faite varloper quelquefois. Donc contre les États-Unis, 13-3, ça a pas été évident. Mais oui, Vilmanis, c'est un gars que moi j'ai classé. En ce moment, je l'ai en 3e-ish, 4e ronde. Dans ma liste, je vais évidemment essayer de peut-être le regarder encore une couple de matchs. Donc peut-être qu'il va solidifier sa place dans ma 3e ronde, mais c'est un joueur qui est quand même intéressant. Puis pour la Suisse, je surveillais Noah Greuter en particulier. Puis ça a été un tournoi très, très moyen pour lui. Il a marqué un but en 3 matchs. Quelques petits moments ici et là, mais il a vraiment pas été au même niveau peut-être que Grégory Weber qui est son coéquipier. Je pense que lui a été un petit peu mieux pour la Suisse, mais sinon ça a été un tournoi assez tranquille puis assez difficile aussi pour la Suisse. Puis je termine juste en mentionnant que c'est vraiment dommage de pas avoir vu la Russie dans ce tournoi-là. La Biélorussie qui a aussi été enlevée, mais bon, la Biélorussie, on ça serait pas attendu à grand-chose de cette équipe-là, mais c'est vraiment dommage de pas avoir vu la Russie parce que il y a beaucoup de bons joueurs, beaucoup de
de bons attaquants, disons comme Mishkov qui aurait pu revenir, qui aurait pu peut-être causer du trouble à certaines équipes. Donc, ça aurait été intéressant de les voir aller. Mais bon, ça fait partie. Moi, je ferai pas mon commentaire éditorial politique là-dessus. Ça fait partie de la décision de la IIHF. Moi, j'ai surtout été déçu de ne pas voir la Slovaquie dans le tournoi. La Slovaquie aurait eu vraiment de très bons joueurs pour ce tournoi-là. Puis même des très jeunes aussi. Là, je pense à Dvorsky, Chernik, Misiak, Molnar, Storbach. Je pense qu'il y aurait eu vraiment beaucoup de choses à surveiller du côté de la Slovaquie. Puis malheureusement, ben c'est ça, on n'a pas pu les voir. J'espère qu'ils vont être là l'année prochaine pour le prochain tournoi des U18. Donc c'est ça, ça fait pas mal le tour des équipes puis de mes petites impressions, là, si vous voulez, sur les équipes puis le tournoi. J'y vais maintenant avec mes coups de cœur du tournoi. Puis ben évidemment, je vais commencer avec le premier, Jonathan Lekkerimäki de la Suède. Meilleur pointeur du tournoi avec 15 points. Ça a été, je pense que ça a été une genre de bougie d'allumage pour la Suède. Il a été menaçant dans plusieurs matchs, puis il a été menaçant dans plusieurs matchs importants. Donc de le voir comme ça, réussir à aller chercher des points dans des matchs importants, comme contre les États-Unis, contre la Finlande. Il a marqué un gros but contre la Finlande. Donc je pense que dans son cas, déjà que je le voyais très haut, ça a juste solidifié pour moi sa place dans le top 10. Puis, comme je disais avec Kemel, comme j'ai souvent mentionné en fait avec Kemel, c'est que je pense que Lekkerimäki fait plus de choses que Kemel. Puis les choses que Kemel fait, je pense que Lekkerimäki est aussi bon, sinon meilleur. Donc pour moi, ça n'a pas vraiment changé. Lekkerimäki est un gars de top 10, puis je pense que son tournoi, avec vraiment la façon qu'il a créé de l'attaque, avec la façon dont il a pu alimenter ses coéquipiers, mais il a pu aussi marquer des buts. Je pense qu'on a vu l'étendue de son talent. Donc, Lekkerimäki, ce serait mon premier. Je vais rester avec la Suède, avec Mattias Hävelid et Noah Östlund. Dans le cas de Hävelid, ben, c'est ça, je pense que défensivement, ça a été un gars qui était assez bon défensivement, mais qui a surtout été dominant à l'attaque. Puis dans son cas, c'est ça qui est important parce que c'est un peu son pain et son beurre à Hävelid, c'est l'attaque. Donc de le voir comme ça, s'impliquer offensivement, arriver en deuxième vague, reconnaître les moments pour justement pour prendre des espaces, le fait d'alimenter ses coéquipiers, de leur donner des bonnes rondelles pour qu'ils puissent décocher des lancers ou qu'ils puissent bien se placer pour tenter un tir. Ça, pour moi, à Hävelid, j'ai beaucoup aimé ça de son jeu. Donc, ça a été un de mes coups de cœur du repêchage, du tournoi. Je dis pas que c'est ça, je dis pas que ça va le rendre première ronde dans le repêchage à mes yeux, mais j'ai aimé son travail en général. Du côté d'Östlund, c'est vraiment sa capacité à analyser le jeu que j'ai aimé dans ce tournoi-là. Parce que moi, j'ai toujours eu l'impression que Lekkerimäki et Höglund le traînaient un petit peu dans la nationale. En fait, j'ai toujours eu l'impression. Je trouve que Östlund était très bon pour alimenter, surtout Lekkerimäki. Mais sauf qu'à un moment donné, dans la SHL, son jeu a comme stagné. Donc, quand que Lekkerimäki et Höglund ont eu du succès dans la SHL, dans une certaine mesure, sans Östlund, ça m'a donné l'impression que peut-être les deux tiraient Östlund, mais dans ce tournoi-là, j'ai trouvé qu'il a vraiment pris action avec la rondelle. Premièrement, il a de très bonnes mains, donc il a eu de la confiance avec la rondelle. Il n'a pas hésité à faire des belles feintes, des belles manœuvres pour se donner de l'espace, pour donner du temps à ses coéquipiers à s'approcher dans des zones dangereuses près du filet. Donc, Östlund, c'est vraiment ça. C'est son sens du hockey qui a été mis en valeur dans ce tournoi-là. Puis, je pense que de son côté, c'est ça. C'est malgré qu'il est un petit peu petit, évidemment, ça va lui prendre un petit peu de charpente, un petit peu de muscle, mais pour ce tournoi-là, dans son groupe d'âge, on voyait vraiment qu'il était une coche en haut des autres. Pour la République tchèque, ben la Tchéquie, évidemment, Jiří Kulich, je pense que
C'est un gars qui a été dominant dans ce tournoi-là. C'est ça, oui, à un moment donné, les joueurs de son équipe essayaient de le chercher beaucoup, mais c'est un gars talentueux, c'est un gars qui est professionnel, c'est un gars qui a une capacité à justement par sa vitesse, à aller attaquer les défenseurs, à les prendre à contre-pied un peu, à réussir un peu à baisser l'épaule, à foncer au filet. Donc c'est ça, je pense que c'est un gars qui a un bon potentiel de middle six, comme j'ai voulu le dire dans ma vidéo d'observation que j'ai fait il y a quelques semaines. Puis si je le vois un peu devenir un genre de Anthony Cirelli, donc je pense pas, encore une fois, je les compare pas, mais s'il peut devenir ce genre de joueur-là, ça va être une grosse victoire pour lui et pour l'équipe qui va le repêcher, parce que je pense qu'il a les habiletés pour être efficace dans les trois zones, dans les deux sens, mais avec une touche de marqueur qu'on a vu un petit peu dans la Extraliga cette année. Donc, j'étais content de le voir justement dans la U18 qui a été capable de transposer ça là, contre les meilleurs de son groupe d'âge. Il a vraiment été dominant. Donc, Jiri Kulit, très bon tournoi pour lui. Du côté de la Finlande, j'en ai choisi un en particulier, c'est Kasper Altunen. Lui aussi, c'est un attaquant pour 2023. Puis moi, je pense que ça, en livre pour livre, là, je vais dire, je pense que ça a été le meilleur joueur de la Finlande pendant ce tournoi-là à l'attaque. Donc, je vais enlever les défenseurs parce que je pense que Kivi Ariu a été excellent aussi. Mais Altunen, je pense qu'on a pu voir à quel point il utilisait bien son corps, il baissait l'épaule, protégeait la rondelle. Puis c'est son flair offensif aussi qui a ressorti parce que il était capable d'aller se faufiler dans des endroits près du filet, dans l'enclave, même derrière le filet pour récupérer des rondelles, décocher des lancers. Donc pour un gars pour le repêchage de 2023, ça a été très intéressant de le voir aller. Puis je pense que c'est comme je dis, je pense que c'est le joueur qui a été le meilleur dans les trois zones pour la Finlande parce que même en défensive, je le trouvais agressif. Il allait rapidement couvrir ses défenseurs à la pointe, essayait de bien combattre le long des bandes. Donc pour moi, ça a été c'est pas une découverte parce qu'on l'a vu déjà cette année dans la Saria, mais je pense que pour lui, ce tournoi-là l'a vraiment mis sur la map, un peu plus at large, puis je pense que vraiment c'est un gars qui pourrait frôler le top 10, top 15 en tout cas au repêchage de 2023. Pour les États-Unis, évidemment, j'aimerais dire tous les joueurs, ça a été mes coups de cœur, mais je m'en suis réservé deux. Puis le premier, c'est Cole Spicer. Cole Spicer, je pense que c'est un gars qui pas beaucoup de gens parlent de Cole Spicer dans cette équipe américaine-là, puis pourtant, c'est un gars qui est hyper efficace défensivement. C'est un gars qui est très intelligent. Il a quand même une intelligence avec la rondelle un peu sous-estimée. Il est capable de faire de belles choses avec la rondelle, puis je pense que c'est un genre d'un peu de couteau suisse, si on veut. Il est capable de jouer dans plusieurs situations. Il est capable de jouer avec pas mal n'importe qui. Puis j'ai aimé son tournoi en général. Je pense que c'est un gars qui, encore une fois, c'est pas un gros gabarit, mais c'est un joueur qui est très intelligent. Puis j'ai aimé dans ce tournoi-là le voir être capable de marquer des buts, des bons lancers. On a vu son lancer se mettre en évidence, mais il a été capable de jouer aussi en avantage numérique, en désavantage numérique. Donc je pense que de son côté, je veux pas le comparer à Red Savage l'année dernière, mais c'est un peu un gars dans ce modèle-là. C'est un gars qui, tu sais à quoi t'attendre quand tu repêches un gars comme Cole Spicer. Puis je pense qu'un gars comme lui en 4e ronde, disons, 5e ronde, peut-être même 3e si tu veux reacher un peu, je pense que ça va être un bon professionnel. C'est un bon gars à développer. Donc ouais, je pense que pour les États-Unis, ça fait changement de tous les gros noms que j'ai mentionnés un peu plus tôt. Le deuxième joueur des États-Unis, ben, c'est Cruz Lucius. Cruz Lucius qui s'est blessé cette année avec les États-Unis. On l'a perdu un peu du radar. Il est revenu. Ça n'a pas été toujours concluant à son retour au jeu avec le programme.
Mais pour moi, ça reste un gars de talent. Je l'avais en première ronde l'année passée au mois de juin en vue du repêchage de 2022. Puis je pense qu'on a vu pourquoi son talent doit être pris en considération. Il travaille bien. Il n'a pas peur d'aller dans le trafic. Je pense qu'il a réussi avec McGroarty et Stramel, qui sont deux joueurs plus costauds, vraiment à avoir plus d'impact avec la rondelle comme fabricant de jeu, comme gars qui va alimenter ces gars-là. Surtout McGroarty. Lucius lui a servi plusieurs passes de qualité. Puis je pense que dans ce tournoi-là, on a vu que moi, je pense que c'est un gars de deuxième ronde, Lucius. Je pense qu'il est capable de continuer sa progression. Malheureusement, c'est ça, la blessure l'a peut-être ralenti un petit peu. Mais ça pourrait être un sneaky pick là, en deuxième ronde, un gars que on pourrait être un développement là, qui pourrait être favorable de son côté dans une équipe qui va lui donner le temps de se développer justement. Parce que c'est un gars qui a quand même déjà un bon gabarit à 6 pieds 175-ish. Donc je pense que pour lui, la seule chose, c'est vraiment continuer à garder la confiance en ses moyens, continuer à le voir progresser côté patin. Puis j'aimerais le voir aussi décocher un petit peu plus de lancers de temps en temps. Mais pour moi, dans ce tournoi-là, Lucius, ça a été un joueur qui a vraiment été une genre de bougie d'allumage pour son trio. Puis il a été très efficace pour les États-Unis justement sur la troisième ligne. Je termine avec le Canada. Mon petit coup de cœur du tournoi, c'est Graydon Seatman. Je pense que Seatman a été, comme je le disais, c'est un gars qui a pris un petit peu plus d'action offensive que Pickering dans ce tournoi-là. Puis ça fait en sorte qu'il est allé chercher des petits points ici et là. Il a marqué 2 buts. C'était pas des lancers, là, c'était pas chez Weber à la pointe, là, mais c'était des lancers qui étaient bien placés. Ça a été des lancers qui ont donné un petit peu de difficulté aux gardiens. Il y avait un peu de trafic aussi. Bref, ça a été un gars, je pense, qui a profité un peu plus des espaces créés par ce tournoi-là, le championnat mondial des moins de 18 ans, parce que le rythme est un peu plus élevé, parce que des fois les niveaux de jeu sont un peu inégaux quand tu affrontes l'Allemagne, la Suisse comparativement à la Suède, les États-Unis. Donc je pense que pour Seatman, on a vu qu'il y avait une bonne mobilité. Je l'ai trouvé relativement stable en défensive aussi. Je pense que même peut-être un des plus stables du Canada dans ce tournoi-là. Fait que pour moi, ça a été un des meilleurs, en fait, le meilleur défenseur, à mon avis, du tournoi pour le Canada. Mais surtout, j'ai été déçu de voir que Pickering n'a pas su élever son jeu d'un cran, mais ça a permis à Seatman de ressortir. Puis ça a été un tournoi, je pense, pour lui, qui a été un petit peu plus révélateur de son jeu. Parce que Calgary, évidemment, ça a été difficile cette année. Mais je pense que pour lui, un défenseur droitier, gabarit quand même correct. Mais c'est un plus petit gabarit à genre 5 pieds 11, 185, mais quand même, je pense qu'avec un peu de développement, il peut atteindre, mettons, 6 pieds 195. Peut-être un choix de 4e ronde, 3e ronde, donc à surveiller pour le Canadien, un droitier. Je pense que dans ce tournoi-là, il a montré à quel point il était capable de rivaliser avec les meilleurs de son groupe d'âge. Ouais, donc c'était mon retour sur le championnat mondial des moins de 18 ans. Puis ça a été un bon tournoi, toujours un tournoi plaisant à regarder. C'est surtout intéressant parce que c'est le dernier gros tournoi impliquant toute la QV, en fait une bonne partie de la QV du repêchage qui joue en même temps. Donc, c'est toujours intéressant de les voir, puis c'est intéressant de les comparer aussi, joueur contre joueur. On l'a vu notamment avec les Kerimaki, Kemel, Suède, Finlande. Les États-Unis, quand on joue contre le Canada, on a réussi à un peu comparer les gars comme Bedard, Fantilli, puis Cooley, Nazar. Donc c'est toujours intéressant, c'est le dernier regard. Moi, je dis toujours, il faut quand même faire attention au recency bias, comme on dit. Des fois, c'est facile de tomber en amour avec un joueur dans ce tournoi-là, le faire monter rapidement, mais si on n'a pas suivi peut-être tout ce qui a été fait dans la saison, ça peut devenir trompeur. Donc, je me garde toujours une petite gêne, moi, de ce côté-là, mais c'est sûr qu'il y a des joueurs qui ont ressorti, puis ça a été intéressant pour eux.
Donc pour nous, ben tant mieux aussi pour nous qui regardons ça, des joueurs qui ont peut-être validé nos opinions ou qui ont peut-être changé notre opinion même dans certains cas. Pour ce qui est de la chaîne, je vais essayer de peut-être plugger une ou deux vidéos d'observation avant le mois de juin. J'avais peut-être en tête Owen Beck, qui est un joueur que j'aime bien. Ils sont en série en ce moment, les Steelers de Mississauga. Un jeune joueur de centre que j'ai, mid 20e rang environ, donc 20, 25, 26. Je veux pas dévoiler trop ma liste, là. Puis peut-être Julian Lutz, justement, qu'on a parlé avec l'Allemagne. Donc peut-être revenir sur ses matchs dans la DEL. Sinon, je recommence ma saison de hockey, donc il va y avoir des matchs des North Stars. Et puis, de notre côté, TSLH Espoir, on essaie peut-être on va peut-être essayer de vous proposer un petit War Room, un petit classement, un genre de classement consolidated, donc classement consensuel avec nous. On va essayer peut-être de faire ça ou on va essayer d'échanger sur nos opinions. Puis évidemment, on va avoir un guide qui va sortir avant le repêchage. Donc, on travaille là-dessus de notre côté. J'ai des visionnements à faire. Je me prévois le 13 juin pour ma liste finale. Et ensuite de ça, je vais essayer aussi d'avoir des vidéos en 3 parties, comme l'année passée, 14, 15 et 16 juin sur la chaîne. Donc, ça sera peut-être à surveiller de votre côté. Mais d'ici là, comme d'habitude, on se dit à la prochaine. Puis, merci d'être là.